Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Face à Face, un nouveau numéro. Nous allons parler de ces trois grandes questions, vous savez, d'actualité. Mais ça sera un rappel à l'actualité. La sortie médiatique de M. Tambwe Mwamba, qui président du Sénat, la rentrée parlementaire, mais il a quand même évoqué des questions de la diplomatie, le discours qu'il a jugé pro-Israël et dangereux pour la République démocratique du Congo. Eh bien, on en discutera sur la question. La rencontre Fathi-Kabila, est-ce que c'est une sorte de légitimation de Kabila? Est-ce que c'est des comebacks? Est-ce que c'est une sorte de légitimer le pouvoir de Kabila? On va revenir sur la grande question. On va terminer aussi à la crise de l'UDPS. Les gens m'ont posé beaucoup de questions. Pourquoi je n'interviens pas? Pourquoi je n'en parle pas? Pourquoi je n'en fais pas un débat? Eh bien, j'attendais. Écoutez toutes les deux tendances, sinon les trois tendances. Et la responsabilité du président de la République autour de la question, on en parlera. Je reçois le professeur Chulumbaï. Il est honorable député provincial. Et puis, en même temps, professeur des universités, cadre de l'UDPS. Aujourd'hui, on parle avec lui sur cette question fondamentale de ces trois grandes questions. Professeur, comment allez-vous? Je vais bien, bonjour. Bonjour professeur, vous allez bien? Je vais très bien. Vous êtes un élu du peuple et vous avez suivi le sénateur président Tambwe Mwamba faire une sorte de remontrance au président de la République en disant qu'il regrettait les propos, bon, je ne vais pas dire ça, mais les propos peu prudents ou imprudents du président de la République. Le président du Sénat semble craindre la réaction de la Palestine et des enjeux internationaux. Alors, quelle est votre analyse par rapport à cette sortie médiatique, monsieur le professeur? Non, c'est tout à fait normal que le président du Sénat, qui est patron l'un des patrons d'une grande institution chez nous, le Parlement, puisse avoir un point de vue sur la marche de l'État et notamment, comme tout Congolais, exprimer ce qu'il croit être bon ou mauvais par rapport à la manière dont la chose commune est gérée. Et bien évidemment aussi, le cadre, c'était à cet endroit, parce que lui, il est président du Sénat, qu'il pouvait saisir de l'occasion pour partager avec ses collègues sénateurs sur la manière dont la conduite de l'État s'est réalisée, encore que c'était pendant les vacances parlementaires. Mais une chose reste aussi vraie, moi je sais que l'honorable président Tambwe Mwamba, c'est un fin diplomate, je crois qu'il connaît les us et plus précisément aussi les coutumes de la manière dont fonctionne la diplomatie d'un pays. Et cela d'ailleurs partant de la Constitution de la République qui fait de la politique étrangère de l'État un domaine de collaboration entre le gouvernement et le chef de l'État. Une façon de dire que, en tout état de cause, la Constitution a fait de la diplomatie un monopole du pouvoir exécutif. Qui fait que la diplomatie, dans son volet tant scientifique et pratique, soit une réalité fondamentalement régalienne et qui est totalement de l'ordre des choses, que ce soit le chef de l'État et le gouvernement qui la conduisent. Et même lorsqu'on parle de la formulation, on dit que la politique étrangère de la RDC est co-formulée entre le chef de l'État et le gouvernement. Cela implique plus ou moins qu'il n'y a pas trop d'espace dans l'exercice pratique de la diplomatie pour les assemblées ou pour les chambres délibérantes. Et les gens pourraient bien s'étonner, contrairement par exemple aux États-Unis où le Sénat est appelé à censurer cas par cas la marche de la diplomatie du pays, notamment en interférant dans la désignation des ambassadeurs, la désignation du secrétaire d'État et d'autres hauts représentants de l'État vis-à-vis de l'extérieur. Chez nous, ça n'a pas été comme ça. Chez nous, il y a un programme du gouvernement qui a été présenté à l'Assemblée et adopté. Dans ce programme, le Premier ministre présente ce programme co-formulé avec le chef d'État que le Premier ministre va présenter devant l'Assemblée pour son investiture.
il présente les grandes lignes. En fait, les grandes lignes, si on peut donner un langage de la pratique, c'est que le Premier ministre a présenté la stratégie. La stratégie, c'est-à-dire, voici les grandes options que la RDC envisage lever au plan de politique étrangère. Dès que ce programme est adopté par l'Assemblée, le reste, il appartient au gouvernement et au chef de l'État d'extérioriser. Ça s'appelle tactique. Et si vous avez bien suivi dans le programme du Premier ministre, il n'y a pas eu une seule phrase qui prétendrait que la diplomatie ou la politique étrangère de la RDC dérogerait désormais au principe d'ouverture au monde sans exclusive. Le Premier ministre ne l'a pas dit. Il a par contre, lorsque vous suivez entre les lignes, lorsqu'il a abordé la question relative à la diplomatie du pays, il a plus ou moins adhéré de manière totale aux grandes lignes du manifeste de Lancellet qui prévoyait la vocation régionale de la RDC, l'ouverture au monde sans exclusive, ce qui signifie concrètement qu'il n'est pas prévu dans la philosophie diplomatique de la RDC que l'on mette de côté un pays qu'on considérerait comme État voyou, État avec lequel on ne peut pas pactiser. Je crois que ça a été aussi une erreur de faire une sortie qui tendrait à montrer qu'entretenir des relations diplomatiques ou améliorer des relations diplomatiques avec Israël, c'est une erreur. Et ça risque même de nous faire tomber dans ce qui est amplifié aujourd'hui, qu'on qualifie l'antisémitisme, tout ça. Nous ne sommes pas de ce choix-là. Nous sommes un pays totalement ouvert au monde. Donc il est tout à fait normal. Parce que la diplomatie elle-même, lorsqu'elle est définie comme l'art de conquérir des amitiés, de s'entourer des amitiés qui protègent l'indépendance d'un État, elle vise exactement non seulement à renforcer les liens avec les amis, à tenir en respect les États ennemis, mais aussi à convertir les États neutres vers sa position. Okay. Et aujourd'hui, il n'y a pas de trait caractéristique de notre politique étrangère qui puisse démontrer qu'Israël est à classer dans le camp de ce qu'on appelle les États ennemis par rapport à la RDC. C'est plutôt, on peut parler d'un État allié. Mais ce qui est le plus fondamental dans la diplomatie d'un pays, c'est ça l'autre réalité. Lorsque le Parlement investit le gouvernement de la République, il lui confère des missions qui sont larges. Entre autres, la paix, le bien-être socio-économique de nos populations, la stabilité, tout ce que vous connaissez que le chef de l'État doit faire. Et lorsque lui va sur terrain, il constate que pour réaliser ceci ou cela, l'intérêt de la République implique par exemple qu'on ait des relations proches avec Israël, il n'est pas du pouvoir du Sénat de venir l'en empêcher, ou surtout de venir mettre des points de vue aussi opposés à cette vision diplomatique. Et d'ailleurs, c'est devenu une sorte de pratique. Vous avez vu par exemple, non, la diplomatie par essence, elle est secrète. Alors moi, je voudrais rentrer dans le fond, parce que on entend M. Tambwe Mwamba parler de la diplomatie du président de la République. Mais quand on regarde aussi un peu l'Israël, est-ce qu'il n'y a pas de faute dans le discours du président devant les Juifs? Est-ce que le président n'a pas commis quelques petites erreurs de mots ou d'emplacement, de géographie? Par exemple, quand il parle de Bethléem qui sera en Israël, est-ce que ce n'est pas une impréparation du président de la République? Non, entendons-nous très bien. Le président n'a pas dit que Bethléem est en Israël, n'a pas dit que Jérusalem est en Israël, tout ça, c'est des erreurs. Il a dit nous allons à Bethléem en Israël. Le président a dit, le président a dit, je l'ai bien suivi, que nous allons ouvrir notre ambassade qui est à Tel Aviv. Jusqu'ici, le fait que le président confirme que l'ambassade de la RDC est à Tel Aviv, il réaffirme en fait que Tel Aviv, c'est la capitale politique d'Israël. Il a tout simplement dit qu'il y aura une section économique qui sera ouverte à Jérusalem. En dehors de ça, le président n'a pas dit ou n'a pas pris une décision sur le sort de Jérusalem comme ville. Il a dit seulement qu'il y a une section économique qui sera ouverte à Jérusalem. Je crois que le langage avait été suffisamment prudent par ailleurs.
Et lorsqu'il parle, vous dites vis-à-vis des Juifs, non, le président a exprimé un point de vue qui a été le sien. D'abord, il a dit moi comme chrétien. Il n'a pas dit que la RDC comme chrétienne. Il a dit mais là, moi comme chrétien. Il est président quand même. Non, il a fait la part des choses. Il faut dire aussi que en diplomatie, la place de la séduction, elle est très importante. Lorsqu'on va vers un autre, lorsqu'on va vers un allié à conquérir, on doit préparer ce qu'il écoute plus ou moins facilement, et parfois même dans son habillement. Le langage diplomatique, il est dans les actes, dans la parole, et parfois aussi, même j'ai dit, dans l'accoutrement. Donc le président n'a pas pris une position par rapport à la situation particulière de Jérusalem. Il a tout simplement constaté qu'il y a un plan de paix qui a été proposé par un État ami et qu'il a dit qu'il accompagnait. Il voudrait bien soutenir ce plan de paix pour que ces deux pays cohabitent finalement comme des pays amis et fonctionnent ou cohabitent en paix. Et la question du rabbin, pourquoi le président ne parle pas de la présence de Netanyahou ici, mais plutôt parle de la présence d'un rabbin? Non. On vérifie bien le rabbin, même pas les rabbins, il ne vit pas en Israël, il vit à Bruxelles. Non. Écoutez, vous savez ici, il y a une conception, chaque État a sa vie. Il y a une conception philosophique de chaque peuple. Nous, lorsque nous approchons Israël, j'ai dit qu'au centre de tout, il y a d'abord nos intérêts. Lesquels? Qui sont lesquels? Nos intérêts. Le président a par exemple démontré qu'Israël a maîtrisé des technologies agricoles. Lorsque vous allez, moi j'ai été à Tel Aviv, j'ai vu des champs en étage, dans un pays pourtant presque désertique. Des gens qui ont su exporter et qui se classent parmi les grands pays exportateurs de produits agricoles. Et nous avons la terre, elle est fertile, elle est arable. Nous avons besoin de la technologie que Israël peut bien nous donner, ou bon, Israël peut nous assister dans ça. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient par rapport à ça. Les intérêts de notre pays. Nous avons ici la crise dans l'est du pays qui dure et qu'on ne trouve pas important, par exemple, qu'au même moment que le Sénat veille que le président de la République mette fin à la guerre et qu'il oublie que cette guerre n'est pas que militaire, elle est aussi diplomatique, la guerre qui est dans l'Est, et que le président de la République, je vous dis que la diplomatie elle est secrète, lui il a des informations, s'il a découvert que l'une des clés de fin de cette guerre réside par exemple dans les relations avec Israël, pourquoi vous l'empêcherez de le faire alors que notre objectif, nous, c'est de vivre en paix? Donc je vois un peu cette tendance du Sénat congolais de trop s'immiscer de la diplomatie pratique du chef de l'État. Vous avez vu dernièrement, par exemple, Mme Francine Muyumba qui a dérogé à toutes les règles diplomatiques. Parce que vous voyez, on ne dit pas qu'on ne doit pas contrôler le gouvernement, si même c'est dans le domaine diplomatique. Mais lorsque, prenons par exemple Mme Toumbazeza, elle lève l'option de relever de leurs fonctions les diplomates en poste à l'étranger. Et toi, tu es sénateur, tu lui écris, tu dis, écoutez, viens m'expliquer pourquoi tu as relevé des diplomates en poste à l'étranger. C'est très grave, la diplomatie elle est secrète. Imaginez une seule fois que Mme Toumba... C'est la procédure. Je veux bien. Imaginons que Mme Toumba aille devant les micros et les caméras du monde, vous dise que j'ai enlevé tel parce qu'on l'avait chargé d'assassiner tel président et il ne l'a pas fait. Parce que tout ça, c'est des objectifs de politique étrangère. Alors, vous trouverez ça normal? Ou alors que le ministre dise que nous avons demandé à notre ambassadeur d'infiltrer un autre pays. Par exemple, nous lui avons demandé, par exemple, de conquérir telle dame qui a de l'influence dans tel pays pour avoir des informations, elle ne l'a pas fait. Et puis, elle doit venir vous expliquer ça. Non. Le Sénat, c'est une institution, il y a une commission de relations extérieures des affaires étrangères là-bas, qui peut bien inviter madame le ministre, échanger dans un cadre restreint avec des responsables du pays, les sénateurs, pour expliquer. Mais lorsque vous invitez le ministre des Affaires étrangères, vous invitez le ministre de la Défense devant les micros ou par écrit, et que lui vous décrive pourquoi il a relevé des fonctions un diplomate. C'est très grave. La nomination même des ambassadeurs, pourquoi est-ce que le Sénat se permet de juger les disciples d'autrui? Lorsque le président de la République relève un ambassadeur de ses fonctions, il faut savoir que la diplomatie ne pas régie que par nos lois internes.
et rappeler que toutes ces lois internes qui régissent notre diplomatie, qui sont en déphasage avec les conventions internationales, sont nulles parce que pour le droit international, le droit interne c'est des faits. Et la Cour internationale de justice a veillé le mérite de le dire dans la Cameroun septentrionale. Ça ne peut pas se faire comme ça. Donc il faut que le Sénat revoie sa manière d'aborder des questions de politique étrangère. En dehors de l'agriculture, qu'est-ce que nous gagnons avec l'Israël? Qui ignore qu'Israël a l'armée. Israël a l'armée. Israël a des pilotes de chasse les plus performants au monde. Israël a les services de renseignement les plus méthodiques au monde. Et nous avons besoin de toute cette coopération pour régler la question, par exemple, de l'Est du pays. L'Israël vous demande de relever des fonctions, de relever M. Dan Gletter de ses fonctions ici, de lui retirer le passeport. Dan à quelle fonction il est ambassadeur honoraire de l'État de comment vous avez appelé ça, Tel Aviv, je crois. Il est jusque-là. Ici, certaines opinions israéliennes demandent qu'on puisse relever des fonctions, M. Dan Gletter. D'abord, retenez que Dan Gletter, plutôt consul honoraire, ce n'est pas à la RDC. Consul honoraire de la RDC. Je crois de Tel Aviv en tout cas, de Tel Aviv ici. Ce n'est pas un problème. Moi je dis que Israël nous demande ou Israël ne nous demande pas. Relever un consul, d'ailleurs honoraire. Consul honoraire c'est différent de ce qu'on appelle consul général, sous-consul qui font carrière. Un consul honoraire c'est un représentant symbolique qui n'a parfois pas de lien comme tel. Des liens de fonctionnalité avec l'État. Mais il est très proche avec Kabila. Oui, mais écoutez, nous sommes arrivés, le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a promis qu'il va devoir assainir aussi nos représentations diplomatiques, toutes ces questions qui fâchent. Et d'ailleurs, je vais dire, tout ce qui peut être en déphasage avec... Vous savez, les ambassadeurs, on ne les nomme pas comme ça. Les ambassadeurs, on les nomme par une procédure de demande d'agrément. L'État qui avait, ou l'État accréditaire, doit préalablement accepter la personne que vous envoyez. Ce n'est pas comme des mandataires qu'on nomme du jour au lendemain, on les nomme. Même lorsqu'on devra mettre en place dans les ambassades, on devra préalablement notifier aux États qui devront recevoir les États accréditaires pour leur demander s'ils acceptent de recevoir tel ambassadeur ou pas. Et de la même façon, si vous êtes consul congolais à Tel Aviv ou à Jérusalem, et que ce pays-là dit relevez votre consul, vous pensez que c'est quelle formule ça? C'est du droit de ce pays-là de dire je ne veux plus de tel, vous l'enlevez. Et quitte à jouer à la réciprocité, si vous pensez que lui n'a plus voulu de votre consul, éventuellement, vous aussi, si vous en avez un de chez lui, chez vous, vous le remballez, c'est tout. Et pourquoi ça doit vous impressionner que tel pays dise enlever tel ambassadeur, ça vous impressionne? Ça ne doit pas vous impressionner? Plutôt pas, ça ne nous impressionne pas, mais vous ne le faites pas. Non, non. C'est ça le problème. C'est pour vous dire en réalité que je doute d'ailleurs que c'est vous-même qui m'informez que Dan Gletter est consul honoraire de la RDC à Tel Aviv. En tout cas, professeur de droit diplomatique que je suis, je ne l'avais jamais su, c'est une bonne information pour moi. Mais je vous rassure que si le consul honoraire à Tel Aviv et qu'Israël a dit qu'il faut l'enlever, ce n'est pas une imposition sur nous, c'est un droit d'Israël de ne pas vouloir d'un consul. Je confirme que je ne confirme pas l'info, mais je vous le donne à 80%. En tout cas, je doute parce que ça ne répond à aucune règle du droit consulaire contemporain tel que prévu par la Convention de Vienne de 1963. Et s'il est consul honoraire et qu'Israël décide qu'on l'enlève, on l'enlève. C'est le droit d'Israël de nous demander d'enlever notre consul. Alors, l'Israël est un État. C'est vrai que les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Qu'est-ce que l'Israël va gagner en venant chez nous? Non, ils ont beaucoup à gagner. Hein? Ils ont beaucoup à gagner. D'ailleurs, lorsque nous parlons de l'agriculture, c'est qu'ils viendraient comme des investisseurs dans le secteur agricole. Les investisseurs sont suffisamment protégés chez nous ici. On leur accorde des avantages énormes qui découlent de la Convention la Convention CIRDI de 1965, notamment le droit de rapatrier sans difficulté leurs avoirs en devises. Donc, ils peuvent venir comme investisseurs, ça sera du gagnant-gagnant. Nous allons bénéficier de cette production et de l'échange de technologies. Ils vont
gagner dans le marché grâce à leurs investissements, c'est un marché tout à fait clair qui n'aurait pas frustré qui que ce soit. Donc tout ça oblige que le Sénat, lorsqu'il est appelé à aborder des questions relatives à la diplomatie, parce qu'il sait que le président n'ira pas lui donner des explications sur sa manière de conduire la diplomatie. Il sait. Mais pourquoi ils le font? Mais pourquoi ils le font? C'est parce que peut-être par intérêt de vouloir montrer que la diplomatie devient de la culture générale qui devait intéresser tout le monde. Ce n'est pas comme ça. Donc, j'insiste qu'il est du droit de chambre de contrôler l'action diplomatique de notre gouvernement, mais la procédure suivie jusqu'ici, dans les deux cas que je suis en train d'observer, notamment le cas de Mme Ntumba Zeza, la ministre des Affaires étrangères, par Mme Francine Muyumba, d'appeler la première représentante du chef de l'État dans les relations internationales et de lui dire « Viens nous expliquer ici devant le micro ou écris-nous pourquoi tu as élevé l'ambassadeur de ses fonctions. » Ça, je trouve que c'est très grave. Est-ce que Madame a répondu à ça? Encore que pour nommer ces ambassadeurs, le président de la République ne s'est pas consulté avec le président du Sénat. Comment on peut prétendre croire que, ou dire que, écoutez, vous avez élevé sans consulter le Premier ministre? Alors, le Sénat devient porte-parole du Premier ministre. Comment le Premier ministre lui-même ne peut pas dénoncer ou protester? Parce que Mme Toumbanzenza, au finish, elle est sous les ordres du Premier ministre qui peut même la suspendre. Mais lorsque le relève de leur fonction des ambassadeurs et que le Premier ministre, qui a seul le pouvoir d'agir sur elle dans cette matière-là, lui ne réagit pas, il ne vous dit pas qu'il est scandalisé par ce qui s'est passé. Vous, le Sénat, vous venez, vous dites non, explique-moi pourquoi tu l'as enlevé. Et qu'il vienne vous dire non, nous lui avons demandé d'assassiner tel président, il ne l'a pas fait. Parce que ça peut se faire dans la mission d'un ambassadeur, il ne faut pas jouer avec ça. Alors, si notre pays, le Congo ici, veut se débarrasser d'un président africain qui nous fait ombrage, c'est un exemple que je donne, où on voudrait réaliser tel coup à un voisin, on charge l'ambassadeur qui n'est pas en mesure, on le relève, et puis on vient vous dire, vous, parce que vous êtes sénateur élu par 4 ou 5 députés provinciaux là-bas, on vient vous dire, vous, bon, voici, nous l'avons enlevé parce que lui, il n'a pas respecté les objectifs du gouvernement. Ça ne se fait pas comme ça en diplomatie. C'est pas possible. Élu par 2 ou 3 députés. Oui, dans les conditions même qu'on sait. Alors, c'est vrai que le président de la République, quand il est allé en Israël, en revenant, les gens ont parlé. Les gens ont dit, mais il appelle Israël. Israël viendra faire quoi dans un pays aussi où la politique elle est turbulente comme chez nous? Je vous donne un fait, c'est nous qui nous fait rentrer dans le deuxième sujet. Les rencontres intempestives entre le président de la République et l'honorable Kabila, que l'on veut placer tous les deux au même pied d'égalité, et qu'il y a encore une certaine de mouvement assez pas bien du côté du FCC. En fait, tout ça, est-ce que ça ne représente pas le frein pour les autres personnes de venir chez vous? Non, d'abord, il faut dire que tous ceux qui nous disent Israël c'est mauvais, ne nous donnent pas le bilan de la diplomatie anti-Israël de la RDC depuis près de 30 ans. C'est quoi le bilan? Mais nous savons que nous avons des demandes à formuler au FMI, lesquelles demandes dépendent aussi de la bonne foi des États-Unis d'Amérique, qui ont de grosses parts de capitaux dans cette institution, et qui ont même la décision de dire on ne donne pas, on donne. Et qu'avoir un pays qui peut être en mesure, par exemple, d'influencer ces États-Unis-là à soutenir nos démarches financières auprès du FMI à la hauteur de la grandeur de notre pays, par exemple, au lieu de rester dans cette demande de 30 millions, de 40 millions. Voyez-vous un peu, ça devait nous gêner. Lorsque nous allons au FMI, nous demandons 1 milliard de dollars, 800 millions de dollars. Lorsque l'Égypte demande l'argent au FMI, c'est 50 milliards qu'on donne. Vous pensez que ça vient d'où? C'est grâce aussi à cette diplomatie qui passe par des contingences, des lobbying, des soutiens forts provenant des États qui ont une certaine influence sur les États-Unis d'Amérique. L'ordre interne, c'est ça le problème, l'ordre intérieur. Non, moi j'ai dit la question de rencontre entre le président de la République et le sénateur Joseph Kabila, mais les gens doivent continuer d'insister sur des choses que nous avons expliquées pendant longtemps. Ils veulent qu'on leur dise quoi?
Kabila n'est pas n'importe qui. Même dans des pays de vieille démocratie, là, en Grande-Bretagne, lorsque vous allez, les grandes décisions se prennent, le Premier ministre va voir le chef de l'opposition. Le chef de l'opposition, c'est la famille majoritaire. Après, la famille qui... Mais ce n'est pas le cas au Congo. Je vais y aller. Et vous voyez que là, on consulte l'opposition. Mais Kabila n'est pas l'opposition. Kabila est une majorité. Oui. Kabila est une majorité. Les gens doivent comprendre que nous avons un système qui fait de notre exécutif un exécutif dualiste. Exécutif dualiste, ça signifie que nous avons donc un bicéphalisme à la tête du pays. Le chef de l'État d'une part, qui a 50% de pouvoir exécutif en tant que tel, de lui-même, parce qu'il a été élu au suffrage universel direct. Il y a le Premier ministre qui émane, lui, de 50% du peuple exprimé au travers des députés qui l'ont, cette fois-là, responsabilisé, qui a aussi 50%. Et dans ce cadre ici, cette majorité au Parlement se reconnaît en un chef. Un chef qui donne des orientations, on ne peut pas se voir la face, de sorte que, comme ça s'est fait partout au monde, il y a certaines actions politiques qui, s'ils doivent passer par l'Assemblée nationale, étant donné que ici nous ne sommes pas à majorité opposition, nous formons une même coalition, le FCC et le CACH, qui ont pour chef de file le président de la République, avec un partenaire qui a ses députés à l'Assemblée. Pourquoi les gens devraient continuer de croire que c'est gênant que Tshisekedi rencontre Kabila, qui lui est à la tête de cette majorité, non, qui cogère en quelque sorte le gêne n'est pas là. C'est lorsqu'on présente les deux. Je prends un communiqué simple, les termes de ce communiqué. Le directeur de cabinet du président de la République est clair dans ses propos. Il dit les deux hautes personnalités se sont rencontrées. Nulle part on parle du président qui a reçu le droit de Kabila. Il est qui le directeur de cabinet? Il est le directeur de cabinet du président. Non seulement, il est membre de la coalition CACH. Alors, attendez, il est membre de la coalition CACH. Et lui s'est retrouvé à cet endroit-là pendant que le Premier ministre n'y était pas. C'est pour vous dire en effet que ces rencontres de couloirs qui sont des us, en tout cas d'une démocratie de cohabitation ou de coalition, sont raisonnables. Elles permettent de régler avec apaisement certaines questions, mais surtout de projeter dans l'avenir les discussions. Vous évitez ma question ou vous répondez à une autre question? Je n'évite pas la question. On n'est pas au niveau de la rencontre, on est au niveau du message, du communiqué qui est sorti. Le message là ne frise, ne gêne rien. Ah, peut-être vous, mais les autres. Non, le message là ne gêne. Vous avez suivi en France, message, Macron est allé consulter, si vous permettez, Macron est allé consulter Hollande, il a consulté Sarkozy, mais il n'y a pas eu un communiqué conjoint. Non, attention. Il n'y a pas eu de communiqué conjoint. Macron ne cogère pas la France avec Sarkozy. Ici, Kabila a une majorité au Parlement. Et qu'il faut le savoir, Kabila est chef d'une majorité au Parlement. Il n'est pas étranger aux institutions, Kabila. Ça veut dire qu'il est dans les institutions et qu'il a une majorité au Parlement. Je vous ai expliqué comment fonctionne. On a compris. Donc, si on comprend bien, le président n'est pas totalement souverain. Mais je ne vous comprends pas, Christian. Qu'est-ce que vous entendez par souveraineté du président? Nous sommes un État de droit. Oui. La Constitution a dévolu des pouvoirs propres au président et des pouvoirs de partage. Ce pouvoir de partage du président avec le Premier ministre ne les partage en réalité pas avec le Premier ministre. Il les partage avec la majorité au Parlement. C'est ça la réalité. Représenté par le Premier ministre. Bien évidemment. Donc cette rencontre devrait avoir, il devrait y avoir entre le président et le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est un enfant bâtard. C'est un enfant bâtard de son mariage de circonstances. Il faut faire la différence entre la Grande-Bretagne et Israël, où le Premier ministre, il est d'abord le chef de la coalition, il est d'abord le chef du parti qui gagne les élections. C'est différent d'ici, où le Premier ministre n'est pas automatiquement le chef de celui de la coalition qui gagne les élections. Le chef, il reste, il envoie quelqu'un. C'est un enfant bâtard. Oui. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de cette réalité-là, qu'à cette rencontre aussi, les deux personnalités pouvaient décider de le mettre de côté, il partirait. C'est différent avec Benjamin Netanyahou. Il est Premier ministre avec sa majorité.
C'est lui le patron. C'est différent avec... Mais nous ne sommes pas les premiers à vivre ce que nous sommes en train de vivre, monsieur le professeur. Ne nous vendez pas ça. Non. Attendez. Lorsque la France a vécu cela, oui, ça se faisait aussi comme cela. Le président allait rencontrer... Bien sûr que oui. Et on faisait un communiqué Bien sûr que oui. Alors, rentrons dans le contenu. Bien sûr que oui. Mais ici, la différence est laquelle? La France a vécu cette situation dans ce qu'on appelle la cohabitation. Ils ont conservé le principe de cohabitation. Nous avons dit non. Nous mettons ensemble notre majorité. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Nous mettons ensemble notre majorité. Vous tuez à expliquer ce que je n'ai pas posé. Voilà. Ma question n'est pas là. Je reviens sur la question. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi, président de la République, et un honorable député, disons un honorable sénateur, ancien président de la République, M. Kabila, qu'est-ce qu'ils peuvent, pourquoi doivent-ils discuter sur la justice congolaise, par exemple? Les inquiétudes des membres du FCC qui seraient inquiétés. Qu'est-ce que ça vient faire dans une discussion de deux personnes qui n'appartiennent pas dans l'appareil judiciaire? Est-ce que vous avez compris que, j'ai dit ceci, vous avez compris que les deux personnes sont allées parler de relations de la coalition FCC cachée. Et des agents de la justice. Non. C'est normal que Kabila, comme Congolais, s'inquiète par exemple de dire non, mes collaborateurs sont inquiétés sans raison. Il peut s'imaginer qu'ils sont inquiétés sans raison. Le président de la République n'a pas eu à lui répondre pour dire je vais empêcher la justice de ne plus inquiéter tes collaborateurs. Il n'a pas dit ça. Mais comment cette question peut être évoquée? Cette question peut être évoquée lorsque Kabila peut croire en toute sa conscience que les tracasseries là ne sont pas judiciaires, elles sont politiques. Parce que nous, même lorsque nous étions dans l'opposition, il y a eu des arrestations de nos cadres, il y a eu même des jugements intervenus, mais nous avons, dans certaines circonstances, continué de croire que c'était des jugements politiques. Et que nous avions toujours pensé, comme d'ailleurs Abdoulaye Wade au Sénégal, nous ne sommes pas les seuls à penser, il est allé voir Macky Sall pour lui dire le procès contre mon fils, c'est un procès politique. Moi, comme avocat, je connais comment on gagne les procès politiques. Donc, si un leader politique pense que les tracasseries contre ses proches sont d'ordre politique, il peut poser cette question-là. Et donc, on peut mettre ça dans l'ordre du jour. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment que oui, lorsqu'on est allié, on peut se poser ces questions-là. Si vous me soupçonnez d'instiguer la justice, par exemple, si vous me soupçonnez d'être derrière les comportements anti-loi ou des comportements politiquement motivés, vous me soupçonnez. Comme allié, vous pouvez me poser la question, mais comment tu utilises, par exemple, les services de l'État pour traquer illégalement mes amis? Et le président de la République a répondu. Il a répondu. Il lui a d'abord dit que moi, je ne suis pas comme toi, un homme à manipuler la justice. J'aime que la justice fasse son travail librement et le fera librement. Donc, ça ne doit pas étonner comme si... Et puis, vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes pas le premier pays à vivre ce que nous vivons. Si, nous sommes ces rares pays à vivre ce que nous vivons. C'est rare, vous ne dites pas le premier. Oui, parce que tu as donné l'exemple de France, ce n'est pas notre exemple. Oui, mais alors la France... Si je te demande de me donner un cas comme le nôtre aujourd'hui, il faut le trouver en Italie. Et rappelle-toi comment ça se gère en Italie lorsque cela arrive. Ça se gère comme ça? Ça se gère exactement comme cela, que les deux leaders de la coalition au pouvoir se concertent sur des mesures sociétales urgentes à prendre, se réconsultent lorsqu'ils voient que ces mesures dysfonctionnent, par exemple, ils se revoient à maintes reprises. Alors oui, dites-moi quelle urgence sociétale que les deux ont parlé? Non, écoutez, ils ont parlé, par exemple, de l'avènement du procès électoral. Oui. Ça, c'est une chose absolument nécessaire. Il y a une loi. C'est le seul point. C'est le seul attendez, il y a une loi qui sera discutée bientôt là-haut, éventuellement discutée au Parlement sur la loi électorale. Que vous allez perdre facilement. C'est pour te dire que lorsque tu dis nous allons perdre, nous n'avons pas besoin que ce soit un combat de perte ou de victoire. Vous allez encore négocier. On ne va pas négocier parce que je vous ai déjà dit ici que si cette assemblée tentera de bloquer le président, il va la dissoudre. Alors, nous pensons que ça ne sert à rien de dissoudre, ou ça ne sert à rien qu'il bloque le président.
Lorsque nous disons harmonisons nos vies, par exemple, pour que ça ne nous amène pas à dissoudre, on va dépenser encore de l'argent pour aller aux élections. Et c'est mauvais ça. Vous avez fait 1 an de chercher l'harmonisation, vous êtes bloqué. Non, il n'y a pas de mesure qui non, est prise. nous sommes... Les ordonnances de nommant les mandataires, toujours en souffrance. Non, non, alors, nous sommes dans cette harmonisation-là, ne vous en faites pas. Est-ce que vous n'êtes pas en train de supplier Kabila? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'implorer la bonne grâce de Kabila? Non, mais Christian, tu es un journaliste, un grand journaliste, tu es un grand technicien de cette matière ici. C'est me déposer des questions. Nous n'implorons pas la grâce de Kabila. Le président Félix Antoine Tshisekedi dirige le pays, il a les rênes du pays. Il veut diriger ce pays comme un pays civilisé. Il n'a pas besoin de conflits dont il ne tirerait aucun profit substantiel pour l'avenir de ce pays et pour la stabilité de ce pays. Pourtant, ses partenaires internationaux demandent ça. Nous n'avons pas... Écoutez, vous dites qu'il demande ça. Il lui demande quoi? Il demande quoi? Nous voulons plutôt que ce que nous faisons... C'est ça. Lorsque Tshisekedi fait ce que l'international lui demande, à lui là, il ne fait que ce qu'on lui demande là-bas. Lorsqu'il ne fait pas, non, lui, il ne fait pas. Donc, il est malmené. Non. Donc, vaut mieux qu'il fasse. C'est ce président de la République qui vous prouve chaque jour qui passe qu'il est chef de la destinée du pays. Il décide quand ses convictions lui confirment qu'il faut décider à ce jour. Alors, vous dites qu'il va décider si la majorité bloque. Je peux vous garantir que dissoudre. Un de vos cadres, votre collègue, Jean-Marc Kabound, est menacé d'être évincé de la chambre haute, disons de la chambre basse du Parlement, et vous le savez très bien. Alors donc, ça va commencer peut-être par là. Ils vont le descendre de la chambre, et puis ça va être autre chose. Non, ils ne vont pas descendre Jean-Marc Kabound de la chambre. Je dis que la majorité là, elle est une majorité d'ensemble. Nous avons nos députés dedans. Qui ne font pas le poids. Du cash qui sont là-bas. Non, écoutez. Si le gouvernement est formé, c'est parce que on a dit qu'il y a une majorité. S'ils descendent Jean-Marc Kabound, nous constaterons que la majorité a implosé. Alors, et après, nos députés vont devoir se retirer de cette majorité. Ça ne fait absolument rien. Et on va nommer les formateurs pour trouver une autre. Ah, ben c'est ça la menace. C'est ça la menace. Oui, s'ils descendent Jean-Marc Kabound, Jean-Marc Kabound, nous constatons que la majorité a implosé. C'est vrai que nous, Cash, nous pouvons aussi dire on enlève Jean-Marc Kabound, on place quelqu'un d'autre. Mais si ils décident de rechef, ils disent bon, on descend Jean-Marc Kabound. Nos députés vont se retirer de la coalition et la coalition tombe. Alors, le chef de l'État va tenter de nommer l'informateur pour trouver une nouvelle majorité et on réforme notre gouvernement. Et c'est reparti. S'il ne trouve pas, au bout de 6 mois, par exemple, dissout, et on va aux élections. Okay. Non, ils ne vont pas descendre Jean-Marc Kabound. Ils ne peuvent le faire que de commun accord avec nous. Ça s'est fait comme cela. Si elles le font en termes de menaces ou du chantage sur nous, nous avons des moyens pour résister à ce chantage. Mais parlons-en maintenant du processus électoral. Monsieur le professeur, vous le savez très bien que vous n'êtes pas si nombreux. Et que si aujourd'hui on revient, parce qu'on entend des bruits comme quoi, vous allez me dire si je me trompe, ils vont maintenir l'appareil comme ça. On cite déjà quelques noms, M. Loumanou, M. Bouchab, qui viendrait diriger encore une fois la CENI, à défaut vice-présidente de la CENI. On va créer un membre de la société civile qui sera finalement pro-Kabila. Ils vont créer la CENI et ils vont rester dans cette logique-là pour garder la majorité parlementaire afin qu'en 2023, qu'on change les suffrages. Ils vont revenir et le président ne sera plus élu par la population congolaise. Le président sera élu par l'Assemblée provinciale et le Sénat. Alors, qu'est-ce que vous avez en revanche? Quelle est l'arme que vous gardez pour bloquer ça? J'ai dit que la CENI, vous dites qu'ils veulent garder les choses comme ça. Oui, ils veulent garder les choses comme ça. Ça signifie que la CENI sera dirigée par la société civile. Oui, okay. qu'ils vont créer. Alors, qui vous dit que nous sommes incapables de créer une société civile? Parce que vous passez le temps dans des conflits, dans des discussions, et qu'eux sont en train de travailler. Nous pouvons aussi créer une société civile. Non, moi je crois que c'est pour cela que vous voyez qu'il y a des discussions entre leaders de 2 partis de la coalition pour que les choses se fassent de manière plutôt civilisée.
Et ces discussions, c'est des discussions de routine qui devront se faire à tout moment. On y reviendra pour que les choses fonctionnent normalement. Nous n'avons pas besoin de désaccords intempestifs qui ne serviraient pas la cause de notre peuple. Les élections ont connu des failles qui sont très nombreuses et que beaucoup de gens ont décriées. Je crois qu'à ce jour, l'effort que déploiera l'IDPS consiste plutôt à voir quelles sont ces failles et comment les redresser. Nous n'avons plus besoin d'aller dans des démarches qui consisteraient par exemple à tripatouiller les lois pour les piéger, tout ça, non. Nos amis du FCC, je crois qu'ils sont aujourd'hui des hommes de plus informés de la nécessité pour un pays d'avoir des lois neutres. Je crois qu'ils n'ont plus intérêt aujourd'hui de piéger les lois. Parce que vous voyez, ils ont piégé la Constitution, c'est un pantalon que Tshisekedi porte aujourd'hui. Ça crée des remous. S'ils continuent de piéger d'autres lois, ils avaient dit en 2011, le président peut révoquer le Parlement, il peut dissoudre l'Assemblée, les assemblées provinciales, il peut appeler le peuple au référendum. Ça, il le faisait pour Kabila. Mais c'est une petite phrase lorsqu'on dit que le président peut appeler le peuple au référendum. Mais il y a des grandes conséquences. Allez dedans, les conséquences sont vastes. Parce que le président peut dire à cette constitution têtue aujourd'hui, bon, comme toi tu ne veux pas qu'on te révise, sois à côté. Et puis il élabore une autre, il la soumet au référendum. C'est constitutionnel ça. Donc nos amis du FCC connaissent mieux ça que toi et moi. Je ne crois plus qu'ils aient intérêt à coudre des lois sur mesure. Ils le feront pas. Et alors la menace... Parce que s'ils têtent des lois sur mesure, ils risquent d'en rajouter au pouvoir actuel de Tshisekedi. Parce que nous irons, on se retrouve dans des conditions où le président Tshisekedi est réélu et qu'il a la majorité au Parlement et ils auront cousu ces lois-là sur mesure. Et pour lui, et pour ces députés que nous serons. Parce que moi, je serai toujours là, élu. Vous serez réélu? Toujours. Jusqu'à la fin. Je suis élu jusqu'à la fin des choses. Alors, on va prendre les tout derniers sujets. Mais avant de prendre le tout dernier sujet, ma question, je ne suis pas satisfait sur la question du processus électoral. Quelle est la carte de l'UDPS? Quelle est la carte du président Fachi? Elle est là. Elle est là. Je n'ai pas reçu de lui l'autorisation de venir vous la communiquer. Mais nous ne sommes pas un petit parti. Nous travaillons sur, nous avons nos cartes, elles sont très nombreuses, pas une seule. Et l'IDPS ne sera pas dupé dans l'affaire de retouche des lois électorales. Je dis bien, le FCC n'a plus d'intérêt qu'une seule de nos lois soit piégée. D'accord. Il est en train d'en payer des conséquences graves. Il n'a plus cet intérêt-là. Je ne crois pas que quelqu'un du FCC peut encore réfléchir en des termes de piéger une loi. Ils se battront pour que la loi à adopter ou à réviser soit la plus neutre possible. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Parce que vous parlez de l'UDPS, parlons-en, on va terminer sur la question. L'UDPS vit une crise grave aujourd'hui. Jean-Marc Abound et puis le secrétaire exécutif, vous l'appelez comme ça, M. Kabouya, les deux semblent être dérangés, on va dire, par une classe, on appelle le caucus de professeurs. Il y a vous, le professeur Mbata, le professeur Chulumbu. On se dit, vous baignez dans l'arrogance des titres. Parce que vous êtes des professeurs, vous pensez que tout est possible pour vous, alors que vous n'avez pas été associé au grand combat. Je appelle ça comme ça, le combat des terrains, vous n'avez pas été là, et vous voulez aujourd'hui, après qu'ils aient pris le pouvoir, prendre les plus grandes fonctions. Et ils n'admettent pas ça. Non, attendez. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Attendez, d'abord, ce que vous appelez grand combat, c'est quoi? Moi, j'étais président cellulaire. Tu peux demander ça à Augustin Kabouya. Au secrétaire? J'étais président cellulaire, c'est-à-dire le tout début de la hiérarchie là. J'étais président cellulaire. J'étais président sectionnaire. J'ai été le numéro 1 de la JDPS estudiantine dans toute la RDC. Donc, j'étais patron de la jeunesse de l'UDPS estudiantine. J'étais président sectionnaire de la JDPS Unikinistem. J'étais secrétaire national, adjoint à l'organisation. J'étais conseiller du président du parti. Donc, aujourd'hui, je suis rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS. Donc, nous n'avons pas été au combat du terrain. Non. Ceux qui me connaissent savent que moi, j'ai été de tous les combats. Vous peut-être, mais pas les autres. Tous ces gens-là.
ça ne sert à rien de revenir sur ça. Ce n'est pas ça le problème. Il n'y a pas d'arrogance. Il n'y en a pas. D'abord, il faut vous rappeler que personne de nous là n'a demandé un jour à Jean-Marc Abound de quitter l'UDPS ou de quitter sa fonction de secrétaire général. Non, non. Tout ce qu'on lui a demandé, c'est de respecter les prescrits de statut du parti, de gérer ensemble avec les autres. Lorsqu'on te dit « gère ensemble avec les autres », toi tu dis « non, non, ils combattent le président ». Parce que, pour dire que lui c'est un homme providentiel. Et il y a même des gens qui étonnent, qui vous disent « bon, à part Jean-Marc Abound, qui peut diriger l'UDPS ?» Donc un homme providentiel. On sent encore qu'au XXIe siècle, il y a des grands nostalgiques du moboutisme. Moi, je ne voudrais même pas revenir sur ça parce que... Pourtant, c'est des grandes questions. Attendez. Non, c'est des grandes questions parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut voir le... C'est la première fois que tout le monde veut voir... Tout le monde veut voir le parti. Tout le monde veut voir le parti géré dans la transparence. Nous avons relevé... Moi, j'aurais voulu, par exemple, que Jean-Marc, en faisant sa vidéoconférence, dise, mes chers frères, je vous ai écouté, j'ai compris ce que vous posez comme problème. Je demande par exemple au bâtonnier Mukendi, je demande par exemple au vieux Moussoussou, aux pionniers du parti qui ont vécu toutes les étapes de l'UDPS, de nous trouver un cadre du dialogue, un cadre neutre pour qu'on échange. J'ai pensé, en tout cas, son malheur, c'est de s'être entouré de conseillers de la dynamique Bemba président, de gens qui ont battu dernièrement campagne contre le président de la République qui était dans la Mouka. Tous ces conseillers sont presque, hein, bon, pas tous, je connais quand même des membres du parti qui sont là-bas, mais ces conseillers influents, c'est des gens venus du MLC il y a 3-4 mois qui n'ont pas l'esprit de l'UDPS dans leur tête. Moi, je pense que ce que Jean-Marc Abound dirait, c'est cela. Mes chers frères, j'ai écouté ce que vous avez dit. J'invite nos aînés qui sont ici sur place à Kinshasa d'organiser un cadre, on échange, on lave les lances. Mais le problème, il est où? C'est quoi les nœuds du problème? Le problème, il est du respect des textes. Nous l'avons déjà dit. Les textes du parti ne doivent pas être violés systématiquement et honteusement comme c'est le cas. Quels sont les articles qui ont été violés? Je vous dis, d'abord, les statuts ont été violés. Lorsque vous lisez le préambule de nos statuts, alinéa 4, le principe de base de la gestion de l'UDPS, c'est le consensus. Il n'y a aucune place pour qu'un individu gère l'UDPS seul. C'est même ça qui explique l'article 26 de nos statuts qui dit qu'en cas de décès du président, il n'y a pas, le mot intérim vient une seule fois dans nos statuts. L'intérim, c'est à 3. Tu ne peux pas t'appeler seul intérimaire, président intérimaire. Ce n'est pas dans nos statuts. C'est une violation grave de nos statuts. Et lorsque nous lui rappelons que le sang a coulé dans ce pays, parfois pour une virgule, nous avons demandé aux populations de descendre dans la rue. Le sang a coulé. Encore le 19 septembre ici, on a comptabilisé 300 personnes par terre, tuées. Les gens brûlés à la permanence parce que nous allions marcher pour une virgule de la Constitution. Et que nous, on est là, on s'est dit non, non, les textes là, on voulait seulement que Kabila respecte, nous, ça ne nous concerne pas. On lui dit qu'il faut respecter le texte. Ça, c'est le deuxième problème. Okay. Troisième problème, on constate que le parti, la chose commune est gérée dans une grande opacité. Vous ne voulez pas. Les gens vous donnent leur argent. Chaque jour, nous cotisons l'argent. Nous achetons les cartes que tu ne nous donnes même pas. On paie l'argent, tu ne donnes pas les cartes. Les cotisations des députés, des sénateurs, des conseillers, du président, des ministres, tout ça, ça vient, tu mets dans tes poches. Tu ne veux pas gérer avec les autres. Toutes les structures du contrôle, tu supprimes ça. Personne ne peut te contrôler. La Convention démocratique est l'organe suprême du parti en dehors du Congrès. Tu envoies les militaires tirer pour qu'elles ne siègent pas. Maintenant, nous, on te donne notre argent chaque mois. On a fait un petit calcul, on trouve que depuis notre arrivée au pouvoir, jusqu'à ce jour, il doit avoir géré de l'argent qui avoisine les $1 million. Où est-ce que toi, tu peux être en train de prendre notre argent chaque jour et tu refuses tout contrôle possible? Lorsqu'on te dit tu gères mal, tu nommes une commission de tes courtisans pour te contrôler. Non, non, j'ai nommé une commission. Lui n'a pas le pouvoir de nommer une commission. Qui nomme? Nous avons une commission permanente de discipline qui existe.
Elle fait quoi qui aujourd'hui? dépend de la Convention démocratique. Non, non, il envoie les militaires. Que disent vos articles, pardon, que dit l'article 1er de votre statut? Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. Je vous ai dit que, partons d'abord du préambule. J'ai compris le préambule. Voilà. J'ai compris le préambule. De deux, partons du principe du fonctionnement des structures. C'est le consensus. Ça a été décidé ainsi. De trois, dans la révision de 2010, les grandes innovations, c'est le pouvoir disciplinaire. On a exclu toute possibilité que le président du parti puisse prendre des sanctions contre les membres du parti. On a tout exclu. Lui, il se réclame d'être président du parti. Dans nos statuts, c'est écarté. Le président du parti ne peut pas sanctionner quelqu'un. Si tu as commis une faute dans le parti, on ne peut pas t'enlever de tes fonctions. On te défère à la commission de discipline. Tu sais que le tout-puissant, le père. Lorsqu'on a maladroitement accusé Chabani d'avoir volé 300 000 $. Vous dites maladroitement, alors oui, n'était pas mais maladroitement. la commission avait siégé. Ah, d'accord. Tshisekedi avait déféré Chabani à la commission de discipline du parti, qui a instruit le dossier et qui a conclu, le rapport existe, que Chabani n'a pas volé. Plutôt, on lui reprochait une négligence sur la gestion des cartes. Le rapport est là, nous l'avons. Les membres de la commission sont vivants. Maître Condé est ici dans cette ville, il peut vous le dire. Le tout-puissant Tshisekedi pouvait se réveiller et chasser Chabani, non? Alors, il s'est réveillé, il a dit Chabani, viens, je t'ai déféré devant la commission de discipline, qui ne dépend pas de lui. Parce que maintenant, toi tu quittes la commission de discipline. Regarde par exemple ce que dit notre règlement intérieur, article 20 par exemple, le règlement intérieur du parti. Il dit que pour les organes délibérants ou pour les organes pléniers, les bureaux des organes sont élus pour 5 ans de mandat. On ne peut les remplacer qu'en cas de faute constatée par la commission de discipline sur base de sa recommandation. Et ce remplacement se fait par vote des 2 tiers des participants. Donc, des 2 tiers des membres de l'organe. Lorsque les gens vont s'enfermer dans une maison à 16, pour un organe qui compte 33 membres, donc il ne constitue même pas la moitié. Il dit, nous avons démis le bureau de la CEP. Et puis toi, tu prends le stylo, tu signes président AI. C'est une violation grave de nos lois, de nos textes. Et ça, lui, devrait être déféré devant la commission de discipline pour répondre de ces actes. Mais comme maintenant, si la convention démocratique peut se réunir, il appelle la police, elle vient tirer à bout portant. Il y a eu de morts, il y a eu des blessés, on a dit. Ah, mais c'est tout ça. Oui. Alors, donc, on ne lui reproche rien. Oui. Nous avons demandé que les textes soient respectés. Nous avons demandé que notre argent que nous donnons là soit géré dans les conditions prévues par nos textes. Tout simplement. Tu ne peux pas prendre l'argent des gens, tu mets dans tes poches, tu dépenses comme tu veux, et puis on te voit un train de vie scandaleux, qu'on ne te pose pas de questions. On reproche 3 choses, et puis on va terminer par là. Le professeur Mbata serait un cartooniste, selon le clan, l'autre côté. Le professeur Mbata serait un cartooniste très avéré. Vous serez très proche à M. Chabani et que vous faites la peau aux autres parce que vous êtes professeur. Ça y est, on parle de vous comme ça. M. Chabani, on dit qu'il a lui-même perdu la confiance du président Tshisekedi, le grand Tshisekedi. Et donc, de ce fait, on ne peut pas lui confier quelque chose parce qu'il a été déféré déjà au niveau de la justice pour des questions de bonne gestion, ainsi de suite. Écoute, le professeur Chilumbu, on reproche au professeur Chilumbu d'avoir une fois l'idée de postuler comme président. Lui n'est même pas kabiliste. Oui, non, lui, professeur Chilumbu. Non, professeur Chilumbu, on dit qu'il a, écoutez. Il a envie le président de la République. Et vous tous, vous travaillez contre le président de la République. Oui. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Oui. Moi, je ne suis pas proche de Chabani. Je suis rapporteur de la CEP. J'ai le malheur d'être victime d'une décision ou d'un comportement barbare et arbitraire, au même titre que Chabani. Il y a peut-être solidarité du sort. C'est ça le vrai problème. Moi, je suis rapporteur de la CEP. Lui, il prétend m'avoir démis. Ouais, mais vous êtes démis. Non, je ne suis pas démis, je suis là. Comment ça vous êtes là? Vous êtes démis, il y a une loi comme ça. Prétend m'avoir démis. En fait, je veux dire. Deuxième élément, c'est ce que tu dis là. Oui. Non, et ils sont déshérités, mon cher. Nous avons mené un combat du sang. Ça, c'est le moment de partage de postes. Parce que les gens parfois croient que ça fait honte de dire que quelqu'un demande les postes. Pourquoi on aurait honte de demander les postes?
C'est notre droit de demander des postes. Nous en avons des aptitudes et la latitude. Ça vous fait mal Donc, que écoutez, voilà, non. J'ai oublié un élément important. Hein. J'ai oublié un élément important. Est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais qui a recommandé au président de la République de nommer M. Kabound président, président du parti, président Aïe, écoute, et aussi vice-président de l'Assemblée nationale. Christian, non, juste cette question. Je réponds d'abord à la première question. Ok, d'accord. Donc, le partage des postes, là, même si ils croient que ça doit faire honte que nous on parle des postes, non. Nous parlons aussi des postes, d'un partage arbitraire et flou des responsabilités au sein de l'appareil de l'État. Qu'est-ce qui explique, par exemple, qu'à compétence égale, entre un docteur en droit, IDPS et un docteur en droit quelconque, toi tu proposes un docteur en droit quelconque, tu laisses celui de l'IDPS. Et puis qu'est-ce qui explique? Parce qu'il n'existe pas une institution appelée président du parti chez nous à l'IDPS. L'institution s'appelle présidence du parti. Lorsqu'il y a des débats comme celui de partage du gâteau, parce que les gens aiment qu'on dise ça, tu dois le faire en présence de tout le monde. Tout le monde a été nommé par Tshisekedi, tu n'étais pas seul à être nommé par Tshisekedi. Il faut appeler les gens à la présidence, c'est ça le gouvernement du parti. Dire, bon, on nous a attribué par exemple 15 postes de conseillers. Alors, nous avons des CV, ils sont là. Voici les compétences que nous avons au plan de formation, d'instruction et d'expérience. Voici les compétences que nous avons au plan de combat, du combat politique. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, les candidats à tel poste sont tels, on apprécie. Bon, oui, tel, bon, on donne. Mais lorsque toi, tu prends la liste, tu disparais de la permanence du parti. Tu vas t'enfermer dans des appartements en ville. Tshisekedi, le grand esprit, le tout-puissant Tshisekedi, il recevait les gens jusqu'à 0 heure sur sa chaise en plein air. Toi, tu deviens, on t'appelle. Mon cher, voyons-nous quand même en train de cette question. Est-ce que Tshisekedi, vous pouviez l'appeler comme ça? Toi, tu n'es pas Tshisekedi. Tu n'es pas Tshisekedi. Tshisekedi était fondateur de l'UDPS, toi tu n'es pas fondateur de l'UDPS. Tshisekedi était président de l'UDPS, toi tu n'es pas président de l'UDPS. Maintenant on commence à me dire, non, non, est-ce que toi tu pouvais saluer Tshisekedi comme ça? Est-ce que toi tu pouvais appeler Tshisekedi comme ça? Après, de manière très arbitraire, on prend des gens, parfois dans une compétence résolue, on sélectionne des gens sur base des critères que nous ne connaissons pas. Pourquoi on ne peut pas soupçonner que ça a été vendu? Lorsque nous allons, nous trouvons, parce qu'ils brandissent les conseils principaux, En dehors des conseils principaux, il y a des conseils nombreux qui ne sont pas de l'UDPS. Dans des cabinets ministériels ici, c'est plein de gens qui ont adhéré, soit adhéré à l'UDPS il y a 6 mois, soit... Et tout cela, le problème se pose où? C'est lorsqu'il n'y a pas un cadre transparent de gestion d'ambition. Qui devait le mettre? Le problème, mais le cadre existe. Oui. Le cadre existe. Il y a la présidence du parti qui est composée à peu près de 80 personnes. Maintenant, tout est décidé à deux. Deux individus, ils ont tout le parti dans leur mallette. L'argent, c'est dans leur mallette parce que l'argent ne passe pas par des comptes bancaires du parti. On est bien d'accord. Il y a un sachet noir avec lequel ils circulent à l'Assemblée. Ils prennent l'argent des députés. Ils mettent dans le sachet noir, ils vont à l'Assemblée provinciale, ils prennent dans un sachet noir, et partout à la présidence, ils prennent dans un sachet noir, ils mettent dans leur poche, ils partent avec. Vous êtes sûr que le sachet est noir? Mais, papa, je te dis que l'argent de contribution, de contribuables d'IDPS ne passe pas par la banque. Nous avons des comptes en banque. Laissez par le grand esprit, Etienne Tshisekedi. Et la gestion de l'UDPS ne s'est jamais faite comme elle s'est fait ici. Alors, tout l'argent de l'UDPS, ça passait par les banques. Aujourd'hui, nous gérons le pays. Nous voulons montrer au monde entier que la meilleure manière de gérer l'argent de l'UDPS, c'est de prendre des sachets noirs, d'aller prendre ça, de mettre dans le coffre de nos voitures et d'aller le dépenser sans comptabilité aucune. Très bien. Et alors, vous dites que les gens ne parlent pas. Lorsque les gens dénoncent une gestion scandaleuse comme celle-là, vous dites qu'ils combattent le président de la République. Mais qui combat le président de la République? Mais on va terminer. Celui qui combat le président de la République, c'est celui qui, en ayant la charge de gérer le parti, d'implanter le parti, il crée des associations privées. Les membres de ces associations privées ont des cartes biométriques vraiment ultramodernes. Et vous, lorsque vous payez l'argent à l'UDPS, pour avoir cette carte, vous ne l'aurez pas.
on prend l'argent, on va imprimer les cartes pour les membres des associations privées. C'est quoi Tout ça, c'est quelle association? dans l'UDPS de Tshisekedi, ici, tu peux le faire en toute impunité. Citez-nous une association que vous connaissez. Papa, c'est beaucoup tellement, les dynamiques Kabound, les décisions finales, les amis de ceci, tout ça. Maintenant, tout ça, tu vas le faire dans l'UDPS de Tshisekedi ici. Terminons cette L'UDPS ici, où les gens ont bravé Mobutu Sese Seko. Les gens ont bravé la tyrannie comme celle de Laurent Joseph Kabila. Les gens ont bravé les armes de Joseph Kabila. Toi, tu dis non, non, moi je suis plus puissant que Mobutu, plus puissant que Kabila. Donc moi je vais faire, personne ne doit parler, c'est lui qui parle contre Tshisekedi. Très bien. Comme si Tshisekedi lui a dit à lui que son objectif à la tête du pays, c'est de gérer l'argent du parti dans l'opacité. Je prendrai le temps de recevoir tout le monde, tous les membres de l'UDPS. Mais ma dernière question, à qui profite cette crise aujourd'hui? À lui seul. À lui. À qui ça dessert alors? Ça dessert le président de la République. Il met en place cette stratégie-là parce que c'est une stratégie qui dessert le président de la République. Qu'allez-vous faire? Saisir la justice? Écoutez, oui, absolument. Lorsqu'on dit et vous allez honorer la mémoire de Etienne Tshisekedi? Non, en saisissant la justice. La mémoire de Etienne Tshisekedi, c'est exactement cela. C'est que le PPRD n'a jamais fait. Non, non, écoutez, le PPRD n'est pas démocratique. La mémoire de Etienne Tshisekedi, c'est saisir la justice. Pourquoi? C'est parce que Tshisekedi nous a appris l'état de droit. Vous pensez qu'il n'y a pas de mécontentement dans tous ces partis-là? À lui, au PPRD, tout le monde n'est pas nommé à des postes. Si les gens ne parlent pas parce qu'ils sont considérés. Et le président Félix, écoute, qu'est-ce qu'il vous dit que le président Félix n'est pas derrière? Non, 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 n'est pas derrière l'imposture. Mais le président Tshisekedi, nous le connaissons, nous on a vécu avec lui, c'est un homme civilisé. Et si c'est lui qui est derrière? Non, jamais il n'est pas derrière, c'est un homme civilisé. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est derrière? Je dis c'est un homme civilisé, il n'est pas derrière nous non plus. Alors il est qui? Le président Tshisekedi est derrière les principes de l'UDPS. Pourquoi il les ne nomme pas fondamentales de la social-démocratie? Pourquoi il ne nomme pas les anciens parlementaires? Écoute, qui vivent encore, ou deux ou trois? Le président Tshisekedi est derrière les valeurs fondamentales de la social-démocratie. Liberté, égalité, solidarité. Et le respect des textes, c'est notre pierre angulaire. Le président Tshisekedi ne peut pas être derrière l'imposture. Vous voyez au PPD, les gens ne parlent pas. Pourquoi? Parce que les gens disent les gens ne parlent pas au PPD. Les gens ne parlent pas au PPD parce qu'on les appelle. On leur dit, Christian, toi, attends, on verra la prochaine. On met d'abord telle pour telle raison. Toi, tu patientes. Et puis, celui qui patiente là, c'est qu'on n'a pas dit de lui que... Mais lorsque toi, tu te dis président du parti, en plein air, les gens te voient. Ah, tu lui m'as dit, c'est ça, lui, il va voir. Il n'aura rien qu'il prépare 2023. Oh, Chaban a dit ceci, lui n'aura rien. D'ailleurs, il a été désirité par Tshisekedi, qu'il prépare 2023. Oh, tu l'as dit, il n'aura rien. Donc, tu prends une centaine de cadres du parti, des gens qui ont fait couler de leur sang, qui ont financé, qui ont donné leur argent, qui se sont battus, tu dis, et ils n'auront rien qu'ils attendent 2023. Je voudrais juste savoir... Tout cela signifie que, même si vous dites que les gens ne doivent pas parler du poste, et ils disent, bon, le tout-puissant, le roi a dit qu'ils n'auront rien, nous on croise les bras. Et nous allons en justice. Quand? Ce n'est pas une manière polie de gérer les hommes. Est-ce que vous avez demandé la permission à Félix Tshisekedi avant d'aller en justice? Je te dis que Tshisekedi n'est pas Kabila. Tshisekedi n'est pas Jean-Pierre Bemba. Est-ce que tu me comprends bien? Je vous entends en tout cas. Tshisekedi, c'est un président élu du parti par le Congrès. Nous l'avons élu à l'issue d'un débat contradictoire où les gens lui ont dit, toi tu ne peux pas gérer parce que tu es ceci. Lui aussi a dit, vous êtes ceci. Le peuple a observé, il a dit non. Dès tout cela, le bon projet c'est Tshisekedi, nous l'avons élu. Très bien. Tshisekedi n'est pas un leader qui va mourir avec le parti. Que voulez-vous que je vous souhaite? Une bonne chance ou un courage pour le combat? Non, il faut souhaiter toutes les bonnes choses au parti. Nous, on n'a aucun acharnement contre quelqu'un. Nous aurions voulu que notre ami, notre camarade Jean-Marc Kabound ait le courage, lors de sa sortie injurieuse de tout le monde là, il aurait dit, dire ce qu'ils disent là c'est faux, moi je ne gère pas l'argent du parti dans des sachets. Il fallait qu'il nous dise ce qu'ils disent là c'est faux, je ne viole pas les textes du parti. Je vous ai dit que notre règlement intérieur dit que pour nous les bureaux des organes pléniers, d'abord nous avons un mandat de 5 ans, pour nous enlever, il faut que nous soyons condamnés au disciplinaire. Et le disciplinaire, ce n'est pas lui. C'est la convention démocratique du parti. Et il signe. Il nous aurait dit en quoi est-ce que nous mentons lorsque nous disons que le président Tshisekedi n'a pas nommé un président AI, même si le mandat pouvait être actuel et vrai.
Le président Tshisekedi n'a pas dit je nomme un président Aïe. Dans ce mandat-là, lorsque vous lisez, il confie ses pouvoirs ou ses prérogatives au secrétaire général. Il ne nomme pas un président Aïe. Mais toi, secrétaire général, tu prends une décision comme Tambou Mwamba, président du Sénat. S'il assume l'intérim du président de la République, il fera quoi? Il révoque le cabinet du président de la République, n'est-ce pas? Il modifie la nomenclature du gouvernement. Il révoque le gouvernement qu'il a trouvé. Il nomme un nouveau président du Sénat. Il prend une ordonnance, il nomme un président du Sénat. Ça c'est plus l'intérim. Mais c'est ça l'intérim qu'on nous apprend, nous, ici. Alors, vous permettez qu'on va terminer aujourd'hui. Bien évidemment. Revenir un autre jour pour Bien parler, évidemment. pourquoi pas, pour parler de la question. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je veux dire que vous avez été... vous avez répondu à toutes nos questions, merci beaucoup. On a parlé de 3 sujets, professeur Chulumbaï. Je rappelle qu'on a parlé de Tambou Mwamba, on a parlé de la rencontre Kabila et Fachi, et puis de la crise au sein de l'UDPS, mais on va en parler. Je voudrais qu'on en fasse un sujet mieux élaboré, avec plus de temps, pour qu'on aille dans le détail. Si vous le permettez, un autre jour, on reviendra. Volontiers. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement. Je vous promets déjà que la porte est ouverte pour des questions et même des réponses aussi. Si vous êtes membre de l'UDPS, vous êtes du côté du président Kabound, pas de problème. Si vous êtes du côté des caucus de professeurs, il n'y a aucun souci aussi. Caucus de professeurs. C'est comme ça qu'on vous traite aujourd'hui. L'opinion retient qu'il y a un caucus de professeurs et puis de l'autre côté, il y a ceux de Kabound. Non, non. Et puis les Il militants. n'y a pas que des professeurs là-bas. Ah, d'accord. Et puis, il n'y a personne qui est allé à l'UDPS avec le titre de professeur. Hein. Nous sommes combattants comme tous les autres. À l'UDPS, c'est l'égalité. Très bien. Les gens qui veulent se soustraire de leurs obligations statutaires autour de concepts faciles, ils combattent le président de la République. Oh, parce qu'ils sont professeurs, c'est des gens qui veulent distraire l'opinion. Très bien. Nous, nous parlons comme militants, comme combattants de l'UDPS. Et nous, c'est notre bien commun. Nous parlons de l'argent que nous donnons à quelqu'un qui gère, qui ne veut pas qu'on le contrôle. Merci du temps que vous nous avez donné pour ne pas nous contrôler aussi, parce qu'on doit laisser l'antenne à d'autres personnes, principalement à d'autres émissions. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.